Existe-t-il une force invisible qui façonne tes désirs les plus intimes et transforme ton énergie vitale en chaînes invisibles? Une force si subtile que tu la célèbres comme plaisir alors qu'elle pourrait bien être ton plus redoutable geôlier? Ce que tu considères comme l'expression ultime de ta liberté personnelle pourrait, en réalité, être le mécanisme par lequel une puissance obscure draine ta volonté, disperse ton focus et te maintient éternellement distant de ta véritable grandeur. Cette vérité, aussi dérangeante soit-elle, fut explorée avec une lucidité impitoyable par l'un des esprits les plus pénétrants du XXe siècle, un homme qui osa regarder dans les abysses de la nature humaine et en révéler les secrets les plus gardés. Napoléon Hill, à travers ses décennies d'études sur les lois du succès et de l'échec, découvrit un fil conducteur troublant. Les hommes et les femmes les plus accomplis avaient maîtrisé une énergie particulière, tandis que ceux qui demeuraient dans la médiocrité la laissaient se dissiper dans des plaisirs éphémères. Cette énergie, que les anciens appelaient force vitale et que les modernes nomment libido, n'est pas simplement une pulsion biologique. Elle représente le carburant même de l'ambition, de la créativité et de la réalisation. Lorsqu'elle est canalisée, elle devient le moteur des empires, des chefs-d'œuvre et des transformations profondes. Mais lorsqu'elle est gaspillée, elle laisse derrière elle un sillage de rêves avortés, de volontés affaiblies et de potentiel inexploité. Pourquoi alors ce sujet reste-t-il enveloppé dans un voile de silence et de tabou? Pourquoi les véritables mécanismes qui gouvernent ton énergie créatrice ne sont-ils jamais enseignés dans les écoles, les universités ou les séminaires de développement personnel? La réponse est aussi simple qu'elle est terrifiante. Parce qu'une personne qui comprend et maîtrise cette force devient difficile à contrôler, à distraire, à manipuler. Une société de consommation, de divertissement instantané et de gratification immédiate prospère précisément sur la dispersion de cette énergie, sur sa transformation en impulsions incontrôlables qui te maintiennent dans un état de dépendance perpétuelle. Ce que Napoléon il appelait le diable n'est pas une entité surnaturelle avec des cornes et une fourche, mais bien cette intelligence négative qui se manifeste à travers tes propres faiblesses, tes propres automatismes, tes propres esclavages volontaires. Dans les pages oubliées de ses écrits les plus controversés, on découvre une théorie audacieuse. L'orgasme non maîtrisé agit comme un robinet ouvert par lequel s'écoule cette précieuse énergie créatrice, laissant l'individu vidé, léthargique, dépourvu de l'étincelle nécessaire pour poursuivre ses objectifs les plus élevés. Ce n'est pas une condamnation moraliste du plaisir, mais une observation clinique des effets physiologiques, psychologiques et spirituels de la dispersion énergétique. Chaque fois que cette énergie est libérée sans intention, sans transmutation, sans direction vers un objectif supérieur, c'est une opportunité de création qui s'évapore, c'est un fragment de ton génie qui se dissout dans le néant. Et pendant que tu te perds dans ces cycles de gratification immédiate et de léthargie subséquente, le diable sourit, car il vient de remporter une autre victoire silencieuse dans sa guerre contre ton potentiel. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de cette vérité dérangeante et explorer comment reconquérir cette énergie sacrée pour enfin devenir le créateur de ta propre destinée. Prépare-toi à remettre en question tout ce que tu croyais savoir sur le plaisir, la volonté et le véritable pouvoir personnel. Car ce qui suit pourrait bien transformer radicalement ta compréhension de toi-même et révéler le mécanisme secret par lequel tu as peut-être saboté tes propres ambitions pendant toutes ces années. Il existe dans l'univers une loi fondamentale que peu de gens comprennent vraiment. Rien ne se perd, tout se transforme. Cette loi s'applique non seulement à la matière physique, mais aussi à cette force subtile qui anime chaque être humain et le propulse vers ses aspirations les plus élevées. Lorsqu'on observe attentivement les trajectoires des individus exceptionnels à travers l'histoire, on découvre un dénominateur commun fascinant. Tous ont développé une capacité remarquable à canaliser leur énergie sexuelle vers des accomplissements créatifs, intellectuels ou entrepreneuriaux. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une science exacte que les initiés connaissent depuis des millénaires, mais que le monde moderne a délibérément oublié ou ridiculisé. La société contemporaine te bombardant constamment de stimuli érotiques, de contenus hypersexualisés et de messages subliminaux conçus pour maintenir ton attention prisonnière d'un cycle sans fin de désir et de satisfaction. Chaque publicité, chaque série télévisée, chaque réseau social exploite cette pulsion primaire pour capter ton regard, fragmenter ton attention et finalement te maintenir dans un état de dépendance cognitive.
Mais derrière ce déluge apparent de liberté sexuelle se cache une vérité beaucoup plus sombre. Une population constamment stimulée et régulièrement vidée de son énergie vitale devient docile, facilement manipulable, incapable de soutenir l'effort prolongé nécessaire pour réaliser de grandes choses. Napoléon, il observa ce phénomène lors de ses entretiens avec plus de 500 personnalités influentes de son époque. Il découvrit que les hommes qui avaient bâti des empires financiers, révolutionné des industries ou créé des œuvres immortelles partageaient tous une caractéristique surprenante. Ils avaient appris à transmuter leur énergie sexuelle en énergie créatrice. Cette transmutation n'était pas une répression malsaine ou une négation de la nature humaine, mais plutôt une alchimie intérieure par laquelle l'énergie la plus puissante du corps humain était consciemment redirigée vers des objectifs constructifs. Ils avaient compris que chaque moment de plaisir éphémère représentait un investissement détourné de leur capital énergétique, un capital qui aurait pu être utilisé pour construire quelque chose de durable et de significatif. La force sexuelle, dans sa forme brute et non raffinée, ressemble à un fleuve déchaîné qui inonde tout sur son passage sans créer de valeur durable. Mais lorsque ce même fleuve est canalisé à travers les turbines d'une centrale hydroélectrique, il produit l'énergie qui illumine des villes entières. De la même manière, l'énergie sexuelle non maîtrisée se disperse en sensations passagères qui te laissent vidé et démotivé, tandis que cette même énergie, lorsqu'elle est consciemment sublimée, devient le combustible qui alimente tes projets les plus ambitieux. C'est cette compréhension profonde qui sépare les créateurs des consommateurs, les bâtisseurs des spectateurs, les maîtres de leur destin des esclaves de leurs impulsions. Le diable, tel que décrit dans la philosophie de Napoléon Hill, n'a pas besoin de te tenter avec des péchés spectaculaires ou des transgressions dramatiques. Sa stratégie est beaucoup plus subtile et terriblement plus efficace. Il te convainc simplement que tes impulsions naturelles doivent être satisfaites immédiatement, que retarder la gratification est une forme de répression malsaine, que ta valeur en tant qu'être humain se mesure à ta capacité à jouir sans restriction. En embrassant cette philosophie hédoniste, tu deviens ton propre geôlier, construisant les barreaux de ta prison avec tes propres mains, célébrant chaque nouveau barreau comme une victoire de la liberté personnelle. Regarde autour de toi et observe attentivement les personnes qui vivent dans un état constant de frustration, malgré un accès illimité au plaisir. Elles courent d'une gratification à l'autre, cherchant désespérément à remplir un vide intérieur qui ne cesse de s'agrandir. Pourquoi ? Parce que chaque libération d'énergie sans but constructif creuse ce vide un peu plus profondément, créant un besoin encore plus intense de stimulation. C'est le cycle infernal de la dépendance, non pas à une substance externe, mais à un mécanisme interne que tu as appris à déclencher à volonté. Et pendant que tu es pris dans ce tourbillon de recherche compulsive du plaisir, tes véritables ambitions, tes projets authentiques, tes rêves les plus profonds restent inexploités, mourant lentement dans le grenier poussiéreux de ton potentiel inexploité. La première étape pour briser ces chaînes invisibles consiste à reconnaître leur existence. Tant que tu refuses d'admettre que ta consommation effrénée de plaisir pourrait avoir un coût caché, tu restes prisonnier d'un système qui profite de ton aveuglement volontaire. Mais dès l'instant où tu commences à observer avec honnêteté la corrélation entre tes habitudes sexuelles et ta capacité à maintenir un focus soutenu sur tes objectifs, une révélation troublante émerge. Peut-être que ta lutte contre la procrastination, ton manque chronique de motivation et ta difficulté à accomplir des tâches exigeantes ne sont pas des défauts de caractère, mais simplement les symptômes d'une fuite énergétique constante que tu n'avais jamais identifiée auparavant. L'énergie sexuelle possède une qualité unique qui la distingue de toutes les autres formes d'énergie humaine. Elle est à la fois la plus puissante et la plus facilement gaspillée. Cette dualité explique pourquoi elle représente simultanément ton plus grand atout potentiel et ta plus grande vulnérabilité. Dans les enseignements anciens de diverses traditions spirituelles, cette force était considérée comme sacrée, comme le secret de la transmutation alchimique intérieure, comme la clé permettant d'accéder à des états de conscience supérieurs et à des capacités créatives extraordinaires. Mais dans la culture contemporaine, elle a été réduite à un simple divertissement, à une activité récréative dénuée de signification profonde, à un besoin physiologique qu'il faut satisfaire aussi machinalement qu'on satisfait sa faim ou sa soif. Cette banalisation de l'énergie sexuelle représente l'une des victoires les plus brillantes du diable dans sa guerre contre le potentiel humain.
En te convainquant que cette force n'est rien de plus qu'un appétit animal à assouvir, il t'empêche de découvrir son véritable pouvoir transformateur. Imagine un instant que tu découvres un gisement de diamants dans ton jardin, mais qu'on t'a convaincu que ce ne sont que de vulgaires cailloux bons à jeter. Tu passerais ta vie à piétiner une fortune sans jamais réaliser la valeur de ce que tu possèdes. C'est exactement ce qui se passe avec ton énergie sexuelle. Tu la considères comme quelque chose de banal, tu la dépenses sans réflexion, et tu ne réalises jamais que tu viens de gaspiller le carburant même qui aurait pu propulser tes rêves vers leur réalisation. Napoléon il identifia ce qu'il appela les 10 stimuli de l'esprit, ces forces qui éveillent l'intelligence créatrice et permettent à un individu d'accéder à des niveaux de performance extraordinaires. Parmi ces 10 stimuli, il plaça l'énergie sexuelle au sommet de la liste, reconnaissant qu'aucune autre force naturelle ne possède le même pouvoir d'élévation mentale et émotionnelle. Lorsque cette énergie circule librement dans le corps et l'esprit sans être immédiatement libérée, elle élève la fréquence vibratoire de toutes les facultés mentales. Les pensées deviennent plus claires, les intuitions plus précises, l'imagination plus fertile, la volonté plus indomptable. C'est dans cet état d'intensité énergétique que naissent les idées révolutionnaires, les œuvres géniales, les percées décisives. Mais observe ce qui se passe après une libération orgasmique. Une vague de léthargie envahit le corps, un voile de fatigue mentale obscurcit l'esprit, une perte temporaire d'ambition et de motivation s'installe. Les biologistes expliquent ce phénomène par la libération de prolactine et d'autres hormones qui induisent le sommeil et la satisfaction. Pourtant, au-delà de ces mécanismes biochimiques, il se produit quelque chose de plus subtil et de plus significatif. L'énergie qui aurait pu alimenter ta créativité, ton courage et ta détermination vient d'être dépensée pour un plaisir de quelques secondes. C'est comme si tu avais brûlé tout le carburant de ta voiture pour un feu d'artifice spectaculaire, puis que tu te retrouvais coincé au milieu de nulle part, incapable d'atteindre ta destination. Le diable ne te demande pas de commettre des crimes horribles ou des actes manifestement destructeurs. Sa stratégie est infiniment plus sophistiquée. Il t'encourage simplement à suivre tes impulsions naturelles, à satisfaire tes désirs immédiats, à rechercher le confort et le plaisir sans considération pour les conséquences à long terme. En faisant cela, tu sabotes toi-même ton propre potentiel, tu construis toi-même ta propre médiocrité, tu creuses toi-même le tombeau de tes ambitions. Et le plus ironique, c'est que tu le fais en croyant exercer ta liberté, en pensant affirmer ton individualité, en étant convaincu que tu prends soin de toi-même. Les grands créateurs de l'histoire comprenaient instinctivement cette vérité. Michel-Ange sculptait le marbre avec une intensité frénétique pendant des semaines, oubliant de manger et de dormir, totalement absorbé dans sa vision artistique. Nikola Tesla travaillait 18 heures par jour sur ses inventions, son esprit enflammé d'idées révolutionnaires, négligeant complètement sa vie personnelle et ses besoins physiques immédiats. Ces hommes ne réprimaient pas leur sexualité par vertu morale ou obligation religieuse, ils la transmuaient par nécessité créative. Ils avaient découvert que l'état d'excitation contenue, cette tension créative non résolue, générait un champ magnétique mental qui attirait les idées, les opportunités et les solutions comme un aimant attire la limaille de fer. Dans le monde moderne, cette sagesse ancienne est non seulement oubliée, mais activement combattue. On te dit que la rétention est dangereuse, que la sublimation est impossible, que tes pulsions doivent être libérées régulièrement pour ta santé mentale. Mais en réalité, ces messages servent les intérêts d'une société qui a besoin que tu restes faible, distrait, incapable de concentration prolongée. Un individu qui maîtrise son énergie sexuelle devient dangereux pour le statu quo, car il développe une volonté de faire, une concentration inébranlable, une énergie apparemment inépuisable pour poursuivre ses objectifs. Il cesse d'être un consommateur docile et devient un créateur autonome, et c'est précisément ce que le système cherche à empêcher à tout prix. La transmutation de l'énergie sexuelle n'est pas un concept mystique ou ésotérique réservé aux moines et aux ascètes. C'est un processus psychophysiologique parfaitement compréhensible qui peut être maîtrisé par quiconque possède la discipline nécessaire et la compréhension adéquate. Lorsque l'énergie sexuelle est éveillée mais non libérée, elle cherche naturellement d'autres canaux d'expression. Si tu fournis à cette énergie une direction claire sous forme d'objectifs ambitieux, de projets créatifs ou de défis intellectuels,
Elle s'engouffre dans ce canal avec une puissance formidable. C'est comme détourner un fleuve pour irriguer des terres fertiles plutôt que de le laisser se perdre dans les marécages. Napoléon, il décrivit ce processus comme le passage de l'énergie du physique au mental, du charnel au spirituel, du bas vers le haut. Cette description, bien qu'empruntant un langage spirituel, correspond à une réalité neurologique observable. Lorsque l'excitation sexuelle est maintenue sans être libérée, l'activation neuronale se propage des centres primitifs du cerveau vers les régions préfrontales associées à la créativité, à la planification et à la pensée abstraite. C'est dans cet état d'activation neuronale élevée que les génies produisent leurs meilleures œuvres, que les entrepreneurs conçoivent leurs stratégies les plus audacieuses, que les artistes accèdent à leur inspiration la plus profonde. Mais pour accéder à cet état, tu dois d'abord vaincre le conditionnement le plus puissant de la culture moderne, l'impératif de satisfaction immédiate. Depuis ton plus jeune âge, on t'a enseigné implicitement que tout désir doit être satisfait rapidement, que toute tension doit être résolue, que tout inconfort doit être éliminé. Cette mentalité de gratification instantanée détruit méthodiquement ta capacité à maintenir l'effort prolongé nécessaire pour accomplir quoi que ce soit de significatif. Car toute grande réalisation exige une période de gestation, un temps de maturation, une phase d'inconfort créatif pendant laquelle rien ne semble se produire extérieurement, mais tout se construit intérieurement. L'orgasme non maîtrisé court-circuite ce processus de gestation. Il offre une explosion de plaisir intense qui résout temporairement toute tension, mais qui avorte simultanément le processus créatif en cours. C'est comme ouvrir le four pour manger le gâteau avant qu'il soit cuit. Tu obtiens une satisfaction immédiate, mais tu détruis le produit final qui aurait pu être magnifique. Combien de livres n'ont jamais été écrits? Combien d'entreprises n'ont jamais été créées? Combien d'inventions n'ont jamais vu le jour parce que l'énergie nécessaire à leur réalisation a été systématiquement dissipée dans des plaisirs éphémères? Cette question devrait te hanter, car elle révèle le coût réel et tragique de ce que tu considères peut-être comme de simples moments de détente innocente. Le diable connaît parfaitement cette mécanique. C'est pourquoi il investit massivement dans tout ce qui maintient l'humanité dans un état d'excitation constante et de satisfaction répétée. L'industrie pornographique, qui génère plus de revenus que toutes les grandes ligues sportives combinées, n'existe pas seulement pour satisfaire un besoin naturel. Elle existe pour créer et maintenir une dépendance qui draine systématiquement l'énergie créatrice de millions d'individus, les transformant en consommateurs passifs incapables de soutenir l'effort nécessaire pour changer leur vie. Chaque clic, chaque visionnage, chaque session représente un investissement dans ton propre échec, un sabotage de ton propre potentiel, un vote pour ta propre médiocrité. Certains objecteront que cette vision est trop sévère, trop extrême, qu'elle diabolise quelque chose de naturel et de sain. Mais regarde objectivement les résultats dans ta propre vie. Compare tes niveaux d'énergie, de motivation et de productivité les jours où tu as libéré cette énergie avec les jours où tu l'as conservée. Observe la clarté de ta pensée, la force de ta volonté, la qualité de ta concentration. Si tu es honnête avec toi-même, tu remarqueras une différence indéniable. Cette différence, multipliée par des semaines, des mois, des années, explique la trajectoire de ta vie jusqu'à présent. Elle explique pourquoi certains de tes rêves restent perpétuellement hors de portée, pourquoi certains projets n'aboutissent jamais, pourquoi tu te sens souvent vidé de toute motivation malgré un potentiel évident. La bonne nouvelle, c'est que cette mécanique fonctionne dans les deux sens. Tout comme la dispersion systématique de ton énergie a produit les résultats que tu observes actuellement dans ta vie, la conservation et la transmutation systématique de cette même énergie produiront des résultats radicalement différents. Ce n'est pas une promesse mystique, c'est une prédiction mathématique basée sur des lois psychologiques immuables. Lorsque tu commences à canaliser consciemment ton énergie sexuelle vers tes objectifs les plus élevés, tu découvres soudainement des réserves de volonté que tu ne soupçonnais pas, une capacité de concentration que tu croyais impossible, une endurance mentale qui te permet de travailler sur des projets complexes pendant des heures sans fatigue. C'est cette transformation que Napoléon il observa chez les individus les plus accomplis de son époque, et c'est cette même transformation qui t'attend si tu as le courage de remettre en question tes habitudes les plus profondément enracinées. La résistance que tu ressens en lisant ces lignes n'est pas accidentelle.
Elle émane directement de la part de toi qui bénéficie du statu quo, qui préfère le confort de l'habitude à l'inconfort de la transformation. Cette résistance porte de nombreux masques, le scepticisme intellectuel, la rationalisation scientifique, l'invocation de la santé mentale, la défense de la normalité. Mais sous tous ces déguisements se cache une simple vérité. Tu as peur de découvrir que tu as peut-être saboté ton propre succès pendant toutes ces années, et tu as encore plus peur de ce que cela impliquerait de changer radicalement tes comportements les plus intimes. Le diable compte précisément sur cette peur pour te maintenir dans l'inaction, pour te convaincre que l'exploration de ces idées est dangereuse ou extrême, pour te ramener rapidement dans le confort de tes schémas habituels. Napoléon, il enseigna que la peur constitue l'outil principal par lequel l'intelligence négative contrôle les êtres humains. Il identifia 6 peurs fondamentales qui paralysent l'action et sabotent les ambitions, mais derrière toutes ces peurs se cache une anxiété plus profonde, la peur de ta propre grandeur potentielle. Pourquoi ? Parce que reconnaître ton véritable potentiel t'oblige à assumer la responsabilité totale de ta vie actuelle. Tu ne peux plus blâmer les circonstances, la malchance, les autres, le système. Tu dois admettre que si tu avais géré différemment ton énergie, ton attention et ton temps, ta vie serait radicalement différente aujourd'hui. Cette admission est si douloureuse que la plupart des gens préfèrent rester dans le déni confortable plutôt que d'affronter cette vérité inconfortable. Mais voici le paradoxe libérateur. Dès l'instant où tu acceptes la responsabilité totale de ton état actuel, tu récupères également le pouvoir total de transformer cet état. Tant que tu te considères comme la victime de forces extérieures, tu restes impuissant. Mais lorsque tu reconnais que tu es l'architecte de ta propre réalité à travers tes choix quotidiens, aussi insignifiants qu'ils puissent paraître, tu découvres soudainement que tu possèdes le pouvoir de reconstruire cette réalité pierre par pierre. La maîtrise de ton énergie sexuelle représente simplement la première pierre de cette reconstruction, mais c'est aussi la pierre angulaire sans laquelle tout l'édifice reste instable. Observe les moments où l'impulsion de libération t'envahit avec le plus d'intensité. Ces moments ne sont jamais aléatoires. Ils surviennent précisément quand tu fais face à un défi difficile, quand tu dois accomplir une tâche exigeante, quand ton esprit conscient est confronté à un problème complexe qui demande un effort soutenu. C'est à ces moments précis que le diable te chuchote. Détends-toi, prends une pause, tu mérites un peu de plaisir, tu travailleras mieux après. Mais c'est un mensonge. La vérité, c'est que si tu cèdes à cette impulsion dans ces moments critiques, tu draines précisément l'énergie qui aurait pu te permettre de franchir le seuil, de résoudre le problème, de créer la percée. Tu remplaces un accomplissement durable par un plaisir éphémère, et tu te retrouves exactement là où tu as commencé, sauf que tu es maintenant vidé de l'énergie nécessaire pour faire une nouvelle tentative. La pratique de la transmutation commence donc par une prise de conscience aiguë de ces moments critiques. Lorsque l'impulsion surgit, au lieu de réagir automatiquement comme un animal conditionné, tu crées une pause. Dans cette pause, tu reconnais consciemment que tu te trouves à un carrefour. D'un côté, le chemin familier de la gratification immédiate qui te laissera temporairement satisfait mais fondamentalement inchangé. De l'autre côté, le chemin moins fréquenté de la conservation et de la transmutation qui transformera cette énergie en carburant pour tes ambitions. Chaque fois que tu choisis consciemment le second chemin, tu renforces un nouveau circuit neuronal, tu affaiblis une vieille habitude, tu prends un peu plus le contrôle de ta propre destinée. Les premiers jours de cette pratique seront difficiles, car tu combats des années ou des décennies de conditionnement. Ton corps réclamera sa dose habituelle de dopamine et de prolactine. Ton esprit inventera 1000 raisons pour justifier une exception, une dernière fois avant de commencer sérieusement. Le diable déploiera toute son artillerie de tentation, de rationalisation et de fausses urgences. Mais si tu persistes, quelque chose de remarquable commence à se produire vers le 7e ou le 10e jour. Tu commences à te sentir plus vivant, plus alerte, plus présent. Tes sens s'aiguisent, tes pensées deviennent plus claires, ta volonté se renforce. C'est comme si un voile qui obscurcissait ta conscience depuis des années commençait lentement à se lever, révélant une réalité plus vive et plus intense que celle à laquelle tu étais habitué. Cette clarté croissante n'est pas une illusion ou un effet placebo.
C'est le résultat direct de la conservation de ton énergie vitale et de son accumulation dans ton système nerveux. Napoléon, il décrivit cet état comme une connexion accrue avec l'intelligence infinie, cette source universelle de sagesse et de créativité à laquelle tous les génies puisent leurs inspirations. Que tu choisisses d'interpréter cette expérience en termes spirituels ou purement neurologiques importe peu. Ce qui compte, ce sont les résultats tangibles que tu commences à observer dans ta vie. Projets qui avancent enfin, défis qui semblent soudainement surmontables, idées qui émergent spontanément, opportunités qui apparaissent comme par magie. C'est la récompense de ceux qui osent nager à contre-courant de la culture hédoniste dominante et redécouvrir les lois anciennes de la transmutation énergétique. La notion de sacrifice est fondamentalement mal comprise dans la société contemporaine. On te présente le sacrifice comme une privation douloureuse, une renonciation à quelque chose de précieux, une forme de punition auto-infligée. Mais le véritable sacrifice, tel que l'enseignait Napoléon Hill, n'est pas l'abandon de quelque chose de valeur, c'est l'échange d'une satisfaction inférieure contre une satisfaction supérieure, d'un plaisir éphémère contre un accomplissement durable, d'une gratification animale contre une réalisation humaine. Lorsque tu comprends cette distinction, tu réalises que conserver ton énergie sexuelle n'est pas un sacrifice au sens traditionnel du terme, c'est simplement un investissement intelligent dans ton propre avenir. Imagine un fermier qui possède des graines. Il peut les manger immédiatement pour satisfaire sa faim du jour, ou il peut les planter dans la terre et attendre patiemment que la récolte arrive. S'il mange les graines, il aura un repas, puis il retournera à sa faim. S'il les plante, il endurera quelques jours de faim, mais ensuite il récoltera une abondance qui le nourrira pendant des mois. Ton énergie sexuelle fonctionne exactement selon ce même principe. Chaque fois que tu la libères pour un plaisir momentané, tu consommes tes graines. Chaque fois que tu la conserves et la canalises vers un projet créatif, tu les plantes. La différence entre ces deux approches détermine si tu vivras dans une perpétuelle pénurie ou si tu créeras une abondance durable. Le diable ne veut surtout pas que tu comprennes cette métaphore agricole, car elle révèle le mécanisme exact par lequel il te maintient dans la pauvreté, qu'elle soit financière, relationnelle, créative ou spirituelle. En te poussant à consommer constamment tes graines énergétiques, il garantit que tu ne planteras jamais rien de durable, que tu resteras perpétuellement dépendant de gratification immédiate, que tu tourneras en rond dans le même cycle de désir et de satisfaction sans jamais progresser vers tes véritables aspirations. C'est le piège parfait, il est déguisé en liberté, il procure un plaisir réel, et ses conséquences négatives sont suffisamment retardées et subtiles pour que tu ne fasses jamais la connexion causale entre tes habitudes et tes résultats. Napoléon, il affirma que la maîtrise de soi constitue le fondement de toute réussite authentique. Sans elle, tous les talents, toutes les opportunités, toutes les connaissances restent inutilisées. Mais la maîtrise de soi ne se développe pas en lisant des livres ou en écoutant des discours motivants. Elle se forge dans les moments de tentation intense, quand chaque cellule de ton corps réclame la satisfaction, quand ton esprit rationnel fabrique des justifications élaborées, quand l'inconfort de la retenue semble insupportable. C'est précisément dans ces moments que tu construis le muscle psychologique de la volonté, cette force intérieure qui te permettra plus tard de persister face aux obstacles, de maintenir tes engagements quand l'enthousiasme initial s'estompe, de continuer à avancer quand tous les autres abandonnent. Chaque victoire sur ton impulsion sexuelle renforce ce muscle de la volonté d'une manière qui se transfère à tous les autres domaines de ta vie. Tu découvres soudainement que tu peux résister à l'envie de vérifier compulsivement ton téléphone, que tu peux maintenir ta concentration sur une tâche difficile malgré l'ennui, que tu peux t'astreindre à une discipline quotidienne même quand tu ne te sens pas motivé. Cette transférabilité de la maîtrise de soi explique pourquoi tant de traditions spirituelles à travers l'histoire ont placé la maîtrise sexuelle au cœur de leur enseignement, non pas par moralisme étroit, mais par compréhension profonde que celui qui maîtrise cette pulsion fondamentale développe automatiquement la capacité de maîtriser tous les autres aspects de son existence. Mais attention au piège de l'orgueil qui guette sur ce chemin. Si tu pratiques la conservation énergétique en te considérant comme moralement supérieur aux autres, tu as simplement remplacé une forme d'esclavage par une autre. Le but n'est pas de te sentir vertueux, ou de juger ceux qui font des choix différents. Le but est purement pragmatique,
récupérer ton énergie pour construire la vie que tu désires vraiment vivre. C'est un moyen vers une fin, pas une fin en soi. Napoléon, il avertit constamment contre le danger du fanatisme et de la rigidité excessive. La clé réside dans la conscience, dans l'intention, dans la direction consciente de ton énergie vers des objectifs constructifs, non dans la répression névrotique ou la privation masochiste. La sexualité partagée avec un partenaire dans le contexte d'une relation authentique et engagée opère différemment de la dissipation solitaire et compulsive. Dans une union véritable, l'énergie circule entre les deux êtres, créant un champ magnétique commun qui peut être dirigé vers des objectifs partagés. C'est pourquoi Napoléon, il observa que de nombreux hommes accomplis avaient derrière eux une femme qui comprenait et soutenait leurs ambitions, et vice-versa. L'intimité sexuelle consciente et modérée dans ce contexte ne draine pas nécessairement l'énergie créatrice, elle peut même l'amplifier en créant une synergie entre deux forces vitales. Mais cela exige une toute autre approche que la satisfaction mécanique et égocentrique qui caractérise la plupart des expériences sexuelles modernes. Ce qui détruit ton potentiel créatif, ce n'est pas tant l'acte sexuel lui-même que sa fréquence excessive, son caractère compulsif, son absence totale d'intention et de conscience. Lorsque le sexe devient une habitude machinale, un réflexe conditionné déclenché par l'ennui ou le stress, une fuite face aux défis de la vie réelle, il se transforme en mécanisme de dissipation énergétique qui te maintient dans un état permanent de sous-performance. C'est cette version dégradée de la sexualité que le diable encourage activement, sachant parfaitement qu'elle neutralise ton potentiel tout en te donnant l'illusion d'exercer ta liberté et de prendre soin de tes besoins. La question centrale que tu dois te poser n'est donc pas de savoir si le plaisir sexuel est bon ou mauvais en soi, mais plutôt, comment j'utilise actuellement mon énergie sexuelle, et quels résultats cette utilisation produit-elle dans ma vie? Si tes habitudes actuelles te rapprochent de tes objectifs, augmentent ton énergie, aiguisent ta concentration et nourrissent ta créativité, alors continue. Mais si tu observes honnêtement que ces habitudes te laissent vidé, distrait, démotivé et stagnant, alors peut-être est-il temps d'expérimenter une approche différente. Ce n'est pas une question de morale, c'est une question d'efficacité. Ce n'est pas une question de vertu, c'est une question de résultat. Et seuls les résultats tangibles dans ta vie peuvent valider ou invalider cette approche. La transmutation pratique de l'énergie sexuelle repose sur 3 piliers fondamentaux que Napoléon identifia à travers ses décennies de recherche. Le premier pilier consiste à développer une vision claire et obsédante de ce que tu veux accomplir. Sans cette vision magnétique qui captive ton imagination et mobilise tes émotions, ton énergie conservée n'a nulle part où aller et finit par créer une frustration insupportable. Mais lorsque tu possèdes un objectif qui enflamme véritablement ta passion, qui te fait vibrer d'excitation anticipée, qui occupe tes pensées du matin au soir, alors ton énergie sexuelle trouve naturellement son chemin vers cet objectif comme l'eau trouve sa pente. Le second pilier exige une activité physique régulière et intensive. L'énergie sexuelle est fondamentalement une énergie physique qui cherche une expression corporelle. Si tu ne lui fournis pas un exutoire constructif à travers l'exercice, le sport, le travail manuel ou toute autre activité physiquement exigeante, elle s'accumulera dans ton corps comme une pression sans soupape jusqu'à ce que l'inconfort devienne insupportable. De nombreux individus échouent dans leur tentative de conservation énergétique précisément parce qu'ils ignorent cette dimension corporelle. Ils essaient de sublimer une force physique uniquement par des moyens mentaux, ce qui crée un déséquilibre intenable. Napoléon, il nota que presque tous les grands réalisateurs qu'il étudia maintenaient une routine d'exercice physique vigoureux, non par souci de santé, mais parce qu'ils avaient instinctivement découvert que cela facilitait la transmutation de leur énergie. Le troisième pilier demande une occupation mentale constante et absorbante. Un esprit oisif devient rapidement le terrain de jeu du diable, qui le remplit de fantasmes, de tentations et d'impulsions. Mais un esprit totalement absorbé par un projet fascinant, par la résolution d'un problème complexe, par la création d'une œuvre significative n'a simplement pas l'espace mental pour les distractions sexuelles compulsives. C'est pourquoi les périodes de grande productivité créative coïncident souvent avec une diminution naturelle de l'activité sexuelle. L'énergie est tellement canalisée vers le travail créatif qu'elle ne cherche plus d'autres exutoires.
Cette occupation mentale ne doit pas être une distraction superficielle comme scroller sur les réseaux sociaux, mais un engagement profond avec quelque chose qui exige et mérite le meilleur de toi-même. Ces 3 piliers fonctionnent en synergie. La vision claire donne une direction à ton énergie, l'activité physique la transforme et la rend disponible, l'occupation mentale intense la canalise vers la concrétisation. Lorsque ces 3 éléments sont en place, la conservation de l'énergie sexuelle cesse d'être un combat épuisant contre tes instincts et devient un processus naturel et même agréable. Tu découvres que l'état d'excitation contenu, loin d'être une torture, produit en réalité une intensité de vie, une acuité de perception et une puissance créatrice que tu n'avais jamais expérimentée auparavant. C'est cette découverte qui transforme la pratique d'une discipline contraignante en un style de vie choisi. Cependant, le diable a prévu des contre-mesures pour chacun de ces piliers. Il t'encourage à rester vague sur tes objectifs, à poursuivre des buts superficiels qui n'engagent pas vraiment ton cœur, à papillonner d'une ambition à l'autre sans jamais t'engager profondément. Il cultive ta sédentarité à travers un mode de vie confortable qui minimise tout effort physique, à travers des divertissements passifs qui te gardent immobile pendant des heures. Il remplit ton esprit d'une cacophonie d'informations fragmentées, de notifications constantes, de sollicitations incessantes qui rendent impossible toute concentration profonde et soutenue. En sabotant ces 3 piliers, il garantit que ta tentative de conservation énergétique échouera, te convainquant ainsi que c'était une idée stupide depuis le début et qu'il vaut mieux retourner à tes anciennes habitudes. La clé pour déjouer ces contre-mesures réside dans la construction méthodique d'un environnement et d'un style de vie qui supporte ta transformation plutôt que de la saboter. Cela signifie éliminer impitoyablement de ton quotidien tout ce qui déclenche des impulsions sexuelles inutiles. Certains contenus médiatiques, certaines applications, certains environnements, parfois même certaines relations. Cela signifie structurer tes journées de manière à maximiser l'activité physique et l'occupation mentale productive, en laissant peu de temps mort où l'ennui et les tentations peuvent s'installer. Cela signifie clarifier et affiner constamment ta vision jusqu'à ce qu'elle devienne si vivante et si obsédante qu'elle capture naturellement toute ton énergie disponible. Cette restructuration radicale de ta vie peut sembler extrême, et le diable te chuchotera certainement que tu en fais trop, que tu deviens obsédé, que tu perds l'équilibre. Mais examine attentivement qui profite de ton soi-disant équilibre actuel. Si cet équilibre te maintient confortablement dans la médiocrité, s'il préserve tes habitudes autodestructrices sous couvert de modération, s'il t'empêche de découvrir ton véritable potentiel, alors peut-être que ce prétendu équilibre est en réalité le déséquilibre le plus profond que tu puisses infliger à ton existence. Napoléon il enseigna que toute réalisation exceptionnelle exige une concentration presque maniaque, un déséquilibre temporaire en faveur de ton objectif, une période d'intensité pendant laquelle tu mets de côté toutes les distractions pour te consacrer totalement à ta vision. Ce n'est qu'après avoir atteint ton objectif que tu peux te permettre le luxe d'un équilibre plus conventionnel. Les obstacles sur le chemin de la transmutation énergétique ne sont pas tous extérieurs. En réalité, les résistances les plus puissantes émergent de l'intérieur même de ta psyché. Ton subconscient, programmé par des années de conditionnement, considère tes habitudes sexuelles actuelles comme normales et nécessaires. Lorsque tu tentes de les modifier, il déclenche toute une série de mécanismes de défense pour te ramener dans le confort de la familiarité. Ces mécanismes prennent la forme de rationalisation sophistiquée, d'arguments apparemment scientifiques, de préoccupations pour ta santé, de peurs irrationnelles sur les conséquences de la rétention. Reconnaître ces résistances comme ce qu'elles sont vraiment, des tactiques du diable opérant à travers ton propre esprit, constitue la première étape pour les neutraliser. Une des résistances les plus communes se manifeste sous forme de perfectionnisme saboteur. Ton esprit te dit, si tu ne peux pas pratiquer la conservation énergétique parfaitement, alors ça ne vaut même pas la peine d'essayer. Donc à la première rechute, à la première exception, tu te dis que tu as échoué et que tu peux aussi bien abandonner complètement. C'est le piège du tout ou rien, et c'est une stratégie brillante du diable pour t'empêcher de faire des progrès progressifs. La vérité, c'est que même si tu réduis ta fréquence de libération de moitié, tu as déjà doublé ton capital énergétique disponible pour tes projets. Chaque petite victoire compte,
Chaque jour de conservation accumule de l'énergie, chaque moment de résistance renforce ta volonté. La perfection n'est pas le but, le progrès l'est. Une autre résistance subtile consiste en la peur du jugement social. Si tu parles de ces pratiques à ton entourage, tu risques d'être ridiculisé, incompris, étiqueté comme bizarre ou extrémiste. Cette peur du rejet social est profondément ancrée dans la psyché humaine car, dans notre passé évolutif, l'exclusion du groupe signifiait souvent la mort. Le diable exploite cette peur ancestrale pour te maintenir conformiste, pour t'empêcher d'expérimenter des approches qui pourraient transformer ta vie mais qui dévient des normes sociales. Napoléon, il observa que tous les grands réalisateurs qu'il étudia avaient développé une immunité au ridicule et à l'incompréhension des masses. Ils avaient appris que suivre la foule garantit des résultats moyens, tandis que la grandeur exige presque toujours de marcher seul pendant un certain temps. La solution à cette résistance n'est pas nécessairement de proclamer publiquement tes pratiques. La discrétion et le silence stratégique peuvent être des alliés précieux sur ce chemin. Tu n'as pas besoin de l'approbation ou de la compréhension des autres pour transformer ta propre vie. En fait, expliquer et justifier constamment tes choix dissipe souvent l'énergie que tu devrais canaliser vers tes objectifs. Laisse simplement tes résultats parler pour toi. Quand les gens commenceront à remarquer ton énergie accrue, ta productivité améliorée, tes réalisations concrètes, certains demanderont naturellement quel est ton secret. C'est à ce moment, et seulement à ce moment, que tu peux choisir de partager ou non ce que tu as découvert. Une troisième résistance majeure émerge sous forme de crise de nettoyage. Lorsque tu commences à conserver ton énergie, ton corps et ton esprit entament souvent un processus de purification. Des émotions refoulées remontent à la surface, des tensions physiques se manifestent, des rêves intenses perturbent ton sommeil. C'est comme si toute l'énergie que tu utilisais pour te distraire et te soulager temporairement était maintenant disponible pour faire face aux problèmes que tu avais inconsciemment évités. Cette phase peut être inconfortable, parfois même troublante, et beaucoup abandonnent à ce stade précis, croyant que la pratique leur fait du mal. Mais en réalité, c'est le signe que la pratique fonctionne, que ton système se nettoie, que tu traverses un passage obligatoire vers un état supérieur de fonctionnement. Le diable connaît parfaitement ces phases de crise et il intensifie ses attaques précisément à ces moments vulnérables. Il te chuchote que tu te sens mal parce que tu réprimes quelque chose de naturel, que tu devrais écouter ton corps et te soulager. Mais ton corps ne te demande pas réellement le soulagement sexuel, il demande une résolution de la tension émotionnelle ou énergétique qu'il est en train de traiter. Si tu cèdes à l'impulsion sexuelle dans ces moments, tu interromps le processus de nettoyage et tu retournes à ton état antérieur, avec en bonus le sentiment d'avoir échoué. Si tu persistes à travers l'inconfort, en utilisant d'autres moyens de gestion comme l'exercice physique intense, la méditation, les douches froides ou simplement l'acceptation consciente de l'inconfort temporaire, tu émerges de l'autre côté transformé, purifié, plus fort. Ces obstacles intérieurs expliquent pourquoi si peu de personnes réussissent à maintenir une pratique de conservation énergétique sur le long terme. La plupart abandonnent lors de la première vague de résistance, convaincus que c'était une mauvaise idée depuis le début. Mais ceux qui comprennent la nature de ces résistances, qui reconnaissent les tactiques du diable même lorsqu'elles opèrent à travers leurs propres pensées et sensations, développent la résilience nécessaire pour persévérer. Ils apprennent à accueillir les résistances comme des signes de progrès plutôt que comme des indications d'échec. Ils comprennent que plus la résistance est forte, plus ils s'approchent d'une percée significative. Et c'est cette compréhension qui transforme un chemin apparemment impossible en une aventure exigeante mais surmontable. Au-delà de la simple conservation de l'énergie sexuelle se trouve une dimension encore plus profonde et plus puissante que Napoléon il explora dans ses enseignements avancés. La transformation de cette énergie en vision spirituelle et en connexion avec l'intelligence infinie. Lorsque l'énergie sexuelle est conservée pendant une période prolongée et consciemment dirigée vers des questions profondes, des problèmes complexes ou des quêtes de compréhension, elle semble ouvrir des canaux de perception et d'intuition qui restent normalement dormants. C'est ce que les mystiques de toutes les traditions ont décrit comme l'éveil de la Kundalini, l'illumination, l'extase spirituelle. Peu importe le langage utilisé pour décrire ce phénomène,
l'expérience elle-même reste remarquablement cohérente à travers les cultures et les époques. Cette élévation de conscience ne survient pas par accident ou par simple attente passive. Elle demande une intention claire, une pratique disciplinée et une ouverture à des dimensions de l'expérience que la mentalité matérialiste moderne a tendance à nier ou à pathologiser. Lorsque ton énergie conservée commence à s'accumuler et à monter le long de ta colonne vertébrale, activant progressivement des centres énergétiques supérieurs, tu peux expérimenter des états de clarté mentale extraordinaires, des insights profonds qui semblent venir d'au-delà de ton intellect conscient, des moments de connexion intense avec quelque chose de plus grand que toi-même. Ces expériences ne sont pas des hallucinations ou des fantasmes, ce sont des manifestations naturelles de ton potentiel humain complet qui se réveille après avoir été endormi pendant peut-être toute ta vie. Napoléon il raconta comment de nombreux inventeurs, artistes et entrepreneurs qu'il interviewait décrivaient des moments d'inspiration soudaine où les solutions à leurs problèmes les plus épineux leur apparaissaient spontanément, souvent pendant des états de conscience modifiés comme le rêve, la rêverie ou la méditation. Il remarqua que ces moments d'inspiration coïncidaient généralement avec des périodes où ces individus étaient profondément absorbés par leur travail et inconsciemment ou consciemment pratiquaient une forme de conservation énergétique. L'explication qu'il proposa était que l'énergie sexuelle conservée, lorsqu'elle atteint une certaine intensité, établit une connexion entre l'esprit conscient limité de l'individu et le réservoir illimité d'intelligence universelle où résident toutes les connaissances, toutes les solutions, toutes les possibilités. Cette idée peut sembler mystique ou New Age aux sceptiques modernes, mais elle correspond en réalité à des observations empiriques répétées à travers l'histoire humaine. Presque toutes les grandes avancées scientifiques, artistiques ou philosophiques ont émergé non pas d'un processus de raisonnement logique et linéaire, mais d'un éclair d'intuition soudain qui a ensuite été vérifié et élaboré rationnellement. D'où viennent ces éclairs? Si nous sommes honnêtes, nous devons admettre que personne ne le sait vraiment. Napoléon il proposa que ces intuitions représentent des transmissions de l'intelligence infinie vers des esprits qui se sont rendus réceptifs en conservant leur énergie et en s'accordant sur la bonne fréquence vibratoire. Que cette explication soit littéralement vraie ou métaphoriquement utile importe moins que sa capacité à produire des résultats concrets. Le diable, naturellement, ne veut surtout pas que tu accèdes à cette dimension supérieure de ton être. Car un individu connecté à l'intelligence infinie devient véritablement dangereux pour les forces qui bénéficient de ton ignorance et de ta faiblesse. Un tel individu reçoit une guidance intérieure qui le protège des manipulations externes, une clarté qui dissipe les illusions, une créativité qui génère de la valeur réelle plutôt que de simplement consommer ce que d'autres ont créé. Pour empêcher cette connexion, le diable doit maintenir ton énergie dans les centres inférieurs de ton être, concentré sur la survie, le plaisir et l'ego. Tant que ton énergie circule principalement dans ces centres, tu restes coupé des dimensions supérieures de ton potentiel. La pratique avancée de la transmutation énergétique implique donc non seulement la conservation de l'énergie sexuelle, mais aussi sa direction consciente vers le haut à travers des techniques spécifiques de respiration, de visualisation et de méditation. Ces techniques, enseignées depuis des millénaires dans diverses traditions ésotériques, ne sont pas des superstitions primitives, mais des technologies intérieures sophistiquées développées par des explorateurs de la conscience humaine. Napoléon il n'entra pas dans les détails techniques de ces pratiques dans ses écrits publics, en partie parce que son audience n'était pas prête pour ces enseignements avancés, en partie parce qu'il reconnaissait les dangers potentiels d'une pratique mal guidée. Mais il laissa suffisamment d'indices pour que ceux qui sont prêts puissent suivre la piste et découvrir par eux-mêmes ces dimensions cachées. Ce qui est crucial de comprendre, c'est que ce chemin n'est pas réservé à une élite spirituelle ou à des individus exceptionnellement doués. C'est un potentiel latent en chaque être humain, attendant simplement les bonnes conditions pour s'éveiller. La principale condition est la conservation et la transmutation de l'énergie sexuelle. Sans cette fondation, toutes les techniques méditatives, tous les enseignements spirituels, toutes les théories métaphysiques restent des concepts intellectuels sans pouvoir transformateur. Mais avec cette fondation énergétique en place, même les pratiques les plus simples peuvent produire des résultats extraordinaires. C'est pourquoi Napoléon il insista tant sur ce principe particulier, car il représente la clé maîtresse qui déverrouille toutes les autres portes sur le chemin de la réalisation personnelle et de l'accomplissement spirituel.
Nous voici arrivés au terme de ce voyage dans les profondeurs d'une vérité que peu osent affronter. Une vérité si dérangeante qu'elle remet en question les fondements mêmes de ce que tu considérais comme normal, naturel, inévitable. Si tu as suivi jusqu'ici avec un esprit ouvert et un cœur sincère, tu ne peux plus prétendre ignorer le mécanisme par lequel tu as peut-être saboté ton propre génie, dilué ta propre puissance, trahi tes propres ambitions. Cette prise de conscience est inconfortable, parfois même douloureuse, mais elle est aussi profondément libératrice. Car ce qui peut être vu peut être transformé, ce qui peut être nommé peut être maîtrisé, ce qui peut être compris peut être transcendé. Napoléon il passa sa vie à déchiffrer les lois invisibles qui gouvernent le succès et l'échec, et parmi toutes ces lois, celle de la transmutation énergétique se révéla être l'une des plus puissantes et des moins comprises. Il observa que cette loi opère avec une précision mathématique. Conserve ton énergie et tu multiplies ta puissance créatrice, dissipe ton énergie et tu condamnes tes rêves à l'avortement perpétuel. Ce n'est pas une opinion, c'est une observation factuelle basée sur l'étude minutieuse de milliers de trajectoires humaines. La question n'est plus de savoir si cette loi existe, mais plutôt si tu auras le courage de l'appliquer dans ta propre vie malgré tous les conditionnements sociaux et toutes les résistances intérieures qui conspirent pour te maintenir dans l'ignorance. Le diable continuera ses attaques, ses tentations, ses rationalisations séduisantes. Il n'abandonne jamais, car ton potentiel réalisé représente sa défaite. Mais maintenant que tu connais ses tactiques, maintenant que tu comprends comment il opère à travers tes propres faiblesses et tes propres habitudes, tu possèdes une armure qui n'existait pas auparavant. Chaque fois que l'impulsion surgit, tu peux maintenant la reconnaître pour ce qu'elle est vraiment, non pas un besoin authentique, mais une tentative de détournement de ton énergie créatrice. Cette reconnaissance seule change tout, car elle transforme un processus inconscient et automatique en un choix conscient et délibéré. Et dans cet espace de choix conscient réside ton pouvoir de transformation. Le chemin qui s'ouvre devant toi n'est pas facile, mais c'est le seul chemin qui mène à la réalisation complète de ton potentiel. Tu devras nager à contre-courant d'une culture qui célèbre la gratification immédiate, défier des normes sociales profondément ancrées, supporter des périodes d'inconfort physique et émotionnel pendant que ton système se réajuste. Mais de l'autre côté de ces épreuves t'attend une version de toi-même que tu as à peine osé imaginer. Énergique, focalisée, créative, indomptable, connectée à des sources de sagesse et d'inspiration qui transformeront non seulement ta propre vie mais aussi celle de tous ceux qui t'entourent. Cette transformation n'est pas une promesse creuse ou un fantasme motivationnel, c'est le résultat inévitable d'une application disciplinée de lois naturelles qui fonctionnent avec la même fiabilité que la gravité. La seule question qui demeure maintenant est celle-ci: vas-tu avoir le courage de mettre en pratique ce que tu viens de découvrir, ou vas-tu permettre à la peur, au doute et à l'inertie de te ramener dans le confort mortifère de tes anciennes habitudes? Ce choix, personne ne peut le faire à ta place. Ni moi, ni Napoléon Hill, ni aucun maître ou guide ne peut parcourir ce chemin pour toi. C'est ta vie, ton énergie, ton potentiel, ta responsabilité. Le monde ne changera pas parce que tu as regardé cette vidéo, mais ta vie peut changer radicalement si tu décides d'agir sur ces principes dès aujourd'hui, dès maintenant, sans attendre le moment parfait qui n'arrivera jamais. Si ce message a résonné en toi, si quelque chose au fond de ton être reconnaît la vérité de ces paroles malgré leur caractère dérangeant, alors fais un geste simple mais significatif. Aime cette vidéo, partage-la avec ceux qui sont prêts à entendre cette vérité. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer à recevoir des enseignements qui défient le consensus et révèlent les lois cachées du succès. Mais surtout, laisse un commentaire ci-dessous en partageant ta réflexion, ton engagement ou même ton scepticisme. Car c'est dans cet acte d'expression consciente que tu ancres ton intention de transformation, que tu rends publique ta décision de ne plus être l'esclave inconscient de tes impulsions, que tu rejoins une communauté d'individus qui ont choisi le chemin exigeant mais glorieux de la maîtrise de soi et de la réalisation de leur potentiel.